Bonjour, nous parlerons dans cette vidéo de la classification et du signalement des incidents au sein d'un établissement de santé. Comme vous le savez, les incidents font partie intégrante de la pratique médicale, et ceci pour une raison principale, c'est que les pratiques médicales sont complexes. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de stress des fois, beaucoup de conditions, je dirais, qui font qu'on ne se concentre pas et on peut être à l'origine d'incidents ou d'accidents plus ou moins graves. Ces incidents et accidents sont une mine d'or pour l'établissement qui veut continuer à s'améliorer, qui veut continuer à apprendre pour offrir à ses clients, pour s'offrir à son personnel les meilleurs cadres, les meilleurs soins et les meilleurs espaces de pratique médicale. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un incident? Il faut qu'on s'entende sur ça. Un incident, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, c'est quelque chose qui est arrivé alors qu'on ne le souhaitait pas. Et on considère que c'est un incident quand il a eu un impact quelque part. On verra, il y a aussi des situations où même sans impact, on peut les prendre comme un incident et on les étudie au même titre que les incidents. Et d'abord, l'impact sur les patients, qui sont le principal objet, je dirais, la raison d'être d'un établissement de soins, mais aussi le personnel ainsi que les visiteurs. Dommage également aux biens, que ce soit immobilier ou équipements qui sont également non souhaités. Atteinte de la réputation de l'établissement. Ça aussi, c'est très important. La réputation de l'établissement est un de ses principaux, je dirais, c'est un principe capital. Et donc, il faut absolument le préserver. Et donc, chaque fois qu'il y a une atteinte de la réputation de l'établissement, il faut le prendre comme un incident. Atteinte aussi ou impact financier, surtout pour les établissements du secteur privé. Et donc, chaque fois qu'il y a une atteinte sur le financement de l'établissement, ça impactera les soins. Ou encore atteinte aux prestations services, perturbation des services, coupure de courant, toute perturbation de service peut être considérée comme un incident. Il peut y avoir différents types d'incidents, il y en a qui sont plus fréquents que d'autres. Il y en a qui sont plus médiatisés que d'autres, mais il y en a beaucoup de toutes sortes. Ça va de la chirurgie au mauvais site, c'est quelque chose qui est souvent très médiatisé, les corps étrangers oubliés dans le ventre des patients, on oublie une compresse, on oublie une pince, les chutes au sein d'un établissement sont également des exemples d'incidents assez fréquents et qui peuvent également impacter l'image de l'établissement. Les erreurs de médicaments sont, c'est beaucoup plus fréquentes qu'on se donne à penser, et ainsi de suite. Donc, vous avez différents types d'incidents qui peuvent survenir au niveau de l'établissement. Et comme je viens de le dire, ce sont autant de possibilités d'apprentissage. Un établissement bien organisé, c'est un établissement qui gère bien ces incidents, qui anticipe le maximum, mais quand ils arrivent, il les gère. Les incidents doivent être classés selon leur gravité. D'abord, les événements ou incidents sans préjudice. Ce sont des événements qui ont bien eu lieu, qui ont touché le patient, mais qui n'ont pas causé de préjudice au patient. Exemple, un patient devait tomber d'un brancard, mais il y avait les brancardiers et les aides-soignantes et ils l'ont aidé à se remettre dans le brancard et rien ne lui est arrivé. Ou autre situation, un patient a eu
Dans une salle, il y a eu plusieurs malades qui devaient être transfusés et l'infirmière, dans sa précipitation, et au lieu de prendre la poche dédiée à un malade, elle a pris la poche d'un autre malade, il l'a transfusé au patient. Mais par hasard, il n'y avait pas d'incompatibilité dans le système ABO. Donc le patient n'a pas été impacté, mais ça reste un incident à prendre en compte. Deuxième situation, c'est celle où il y a eu un événement indésirable et qui malheureusement a touché le patient. C'est des situations assez fréquentes. Erreur de médicaments, on s'est trompé de malade, on s'est trompé de dose de médicaments. Donc il y a eu, le malade a bien eu un traitement qui lui était dédié et l'autre, celui qui devait recevoir le médicament, ne l'a pas reçu. Ou un médicament donné 2 fois parce que l'infirmière de l'équipe précédente n'a pas transmis l'information à l'équipe suivante et le médicament a été donné 2 fois. Donc ça, ce sont les événements qui ont atteint le patient, ces événements indésirables ayant un préjudice pour le patient et parfois pour 2 patients en même temps. Troisième situation, c'est les situations les plus graves. C'est lorsqu'on a ce qu'on appelle un événement sentinelle. C'est un événement ou un incident ou un accident qui était à l'origine de décès, de dommages permanents, de préjudices temporaires graves qui nécessitent soit prolongation d'hospitalisation du malade, une reprise d'un acte chirurgical, voilà, quelque chose de permanent, une amputation d'un membre ou une perte de vision ou des choses de ce genre-là. Ce sont des accidents graves qui sont à part, qui doivent être traités à part, et leur process de gestion est habituellement à part. Parallèlement à ça, vous avez l'autre situation, probablement sont les meilleures, ce sont les near miss. C'est les situations où il n'y a pas eu d'accident, mais il aurait pu. Pour un rien, il aurait pu arriver. Ça aurait été, et ça aurait pu être parfois grave. Ce sont les situations dans lesquelles l'environnement est favorable, ou les conditions sont favorables à la survenue de l'incident. Et c'est pour cela qu'il faut les traiter pour gérer justement cet environnement et l'améliorer pour qu'il soit plus favorable à la survenue d'un incident. Vous avez différentes situations. Exemple type, voilà, vous avez un malade pour qui il y a l'infirmière qui vient avec sa seringue d'insuline et qui veut lui injecter cette insuline. Et le malade lui dit est-ce que c'est nécessaire parce que l'infirmière de l'équipe d'avant a déjà donné l'insuline. Alors qu'il y a eu une mauvaise transmission. Bon, le malade n'a pas eu d'impact pour lui, mais ça aurait pu. Pour un rien, ça aurait pu survenir. Donc, et ainsi de suite. Donc, ce sont les situations où il y a un risque, mais sans aucun incident. Ce sont des situations très intéressantes à signaler, très intéressantes à analyser, et très intéressantes à traiter pour qu'il y ait des conditions plus favorables à la pratique saine. Maintenant, tout ça est bien, sauf qu'il y a un problème au niveau du signalement. Le personnel n'est pas toujours encouragé à signaler les incidents, et ça, c'est un petit peu une problématique importante. Pour des raisons multiples et variées, il se peut qu'une personne puisse constater un incident et qu'il le taise au lieu d'en parler parce qu'il a peur de la hiérarchie, parce qu'il a peur de la stigmatisation, parce qu'il pense que ça sert strictement à rien de signaler, peut-être parce qu'il a déjà signalé et qu'il n'y a pas eu de retour,
parce que le formulaire qu'il lui demande de remplir est trop compliqué, il n'a jamais été formé à ce formulaire, il ne comprend pas tout ça, et donc pour lui c'est une perte de temps, soit une énergie importante à déployer, et lui il est occupé, il a beaucoup de choses à faire, etc. Donc c'est très important de créer les conditions. Et on appelle ça d'abord la culture juste, et puis tout le reste. Le personnel doit être encouragé, voire récompensé à signaler les incidents. Il faut trouver la formule pour que le personnel soit encouragé à signaler. Ensuite, il faut qu'il soit formé. On va le voir, il y a une procédure à mettre en place. Cette personne doit être bien formée. Et il faut que les outils de déclaration soient accessibles, soient faciles à avoir et qu'ils ne soient pas trop compliqués à remplir. Et il faut qu'ils reçoivent tout le temps un feedback. Il faut que chaque fois qu'il signale, que quelqu'un lui renvoie, je dirais, le retour par rapport à l'effort que lui, il a fait pour justement pour que les autres sachent ce qui s'est passé. Il faut, bien sûr, l'établissement doit avoir sa politique et sa procédure, sa ou ses procédures je dirais, de collecte et de traitement, etc. Donc, il faut que cette procédure soit écrite et il faut qu'elle soit accessible et il faut, comme j'ai dit avant, que la personne soit formée à cette procédure. Dans cette procédure, elle doit clarifier ce qu'on entend par incident, quels sont les incidents qui doivent être déclarés, en les définissant. Elle doit arrêter les responsabilités de chacun, qui doit faire quoi dans le système. Il doit décrire dans le détail les procédures de signalement, le formulaire, ce qu'il doit y avoir dans le formulaire de signalement, et il doit décrire la méthodologie d'analyse des causes profondes. Donc tout cela doit être dans une procédure, je dirais, institutionnelle. Le formulaire de déclaration est également important à soigner. Comme je dis, il doit être disponible. Il ne doit pas être très complexe, il doit être facile de le remplir. Voilà. Donc, il doit comporter le minimum, c'est où a eu lieu l'incident, quelle est la personne qui a été touchée, à quelle heure a eu l'incident, décrire un peu l'incident, peut-être même prendre des photos s'il faut, en tout cas décrire l'incident. Ça, c'est le minimum. D'accord? Il peut y avoir est-ce que la personne qui déclare doit absolument notifier son nom, son identité ou pas? C'est pas vraiment absolument nécessaire. Le plus important, c'est que l'incident soit connu par les équipes chargées de gestion de l'incident et qu'il soit traité. Maintenant, en fonction de ce qui s'est passé et de la culture de l'établissement, il peut y avoir une volonté de s'afficher, de son problème, d'écrire son nom et son identité, de manière générale ou pas. Dans certains établissements, il y a aussi la personne peut classer l'incident, peut voilà, décrire un peu plus l'incident. Et en général, on a également un encart dédié au service qualité de ce qu'il en a fait par la suite pour je dirais, l'archiver une fois que le processus est terminé. Donc, le processus dans sa globalité comporte l'incident. Bien sûr, c'est le moment de l'incident qui déclare tout le processus. Le personnel est formé aux incidents. Quels sont les incidents à déclarer? Et donc, il est conscient je dirais, de l'importance de la déclaration et il est encouragé à déclarer. Une fois cela fait, le soignant doit prendre les mesures immédiates. Il ne s'agit pas d'aller se jeter sur le formulaire et remplir l'incident. Il faut d'abord s'occuper du malade et faire ce qu'il y a à faire dans l'immédiat pour réduire le maximum les conséquences de l'incident. S'il y a eu un impact sur le malade, bien sûr. S'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'impact.
Donc, ensuite, il faut informer. Alors, en fonction de la gravité, s'il y a un incident sentinelle, il faut aller informer la hiérarchie, notamment le directeur médical, le directeur des soins, le directeur général, en fonction de la gravité de la chose. Sinon, en général, pour les incidents, je dirais, moins graves, ayant atteint ou non atteint le patient, mais qui ne sont pas sentinelles, on avise la hiérarchie rapidement. On informe le patient et sa famille. C'est très important, car si la famille ou le patient ou la famille se rendent compte qu'on leur a caché quelque chose, ils deviennent suspicieux, c'est pas bien. Et donc, il faut qu'ils soient informés, un, de la survenue de l'incident, et deux, de ce qu'on va faire, ce qui est déjà fait, et ce qui va être fait pour que le patient ait le minimum d'impact. Donc voilà, c'est dans le cas de la transparence de l'établissement et des droits aussi du patient et de sa famille à être informé de tout ce qui est arrivé. Ensuite, à ce moment-là, remplir le formulaire. Il y a des délais de remplissage du formulaire, donc il faut que le formulaire soit disponible, comme on vient de dire. Et ensuite, une fois que le formulaire est rempli, il est analysé, traité, et il y a une analyse des causes profondes de l'incident, qui est l'étape réellement d'apprentissage. C'est là où commence le vrai apprentissage, c'est le moment de l'analyse des causes. Donc il faut collecter le maximum de données. Il faut aller enquêter des fois sur les lieux, il faut en tout cas collecter le maximum d'informations, impliquer les personnes qui étaient, je dirais, dans le processus et tirer les enseignements. D'abord analyser quelles sont les causes et puis, une fois qu'on les a identifiées, proposer des actions correctives et produire après cela un rapport. D'abord adresser un feedback. On a dit à celui qui a déclaré, car il mérite bien de savoir que son effort n'était pas vain et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et on a pris au sérieux et on a tiré les conclusions qu'il faut. Ensuite, en général, on produit un rapport à des régularités précisées par l'établissement vis-à-vis de la hiérarchie et aussi partager les bonnes pratiques, les nouvelles bonnes pratiques apprises de cet incident au niveau de l'ensemble de l'établissement. Donc voilà un processus, entre parenthèses, sain. Voilà un établissement sain qui apprend de ses erreurs et qui progresse. J'espère que cela vous inspire pour mettre en place ou améliorer le processus de signalement, de classement et de signalement des incidents au niveau de votre établissement. Et je vous remercie de votre écoute.